Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors bon, je vais commencer par deux vacheries. Mais j'avais prévenu. C'est extraordinaire quand on parle d'école, où la majorité des enseignants sont des enseignantes. Il faut toujours que ce soit des mâles sexagénaires, blancs, présumés hétérosexuels, qui en parlent. Vous comprenez que c'est mon côté au comité pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Bon. Mon dernier rapport, que vous pouvez trouver en ligne d'ailleurs, totalement gratuitement, s'intitule «L'oppression viriliste» et c'est sur les violences sexistes et non pas sexuelles à l'école. Deuxième chose, alors là je reprends les préliminaires, le premier bloc de Philippe, avec lequel je suis complètement d'accord, donc sur le corps. Bon, moi je commence souvent, ou je commençais, puisque je suis donc maintenant émérite, donc mes formations, puisque les 3 dernières années de ma carrière, j'étais donc en SP à Créteil, avec mes jeunes étudiants pour leur dire, écoutez, il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas besoin de lever la main. On va élever le débat, on va parler pipi. Hein, les besoins physiologiques, c'est quand même énorme. Et quand je vois encore sur des blogs, par exemple le blog Néoprof, des jeunes enseignants qui sortent à peine de l'ESP, c'est-à-dire du désespérant, dire à quel point, comment on peut faire pour qu'il n'ait pas besoin d'aller aux toilettes. Comme si on était encore au temps de Platon, le corps, l'âme d'un côté, mais il n'y a que l'âme qui compte. Ou alors aussi, comment on peut faire pour ne pas... Parce qu'on n'a pas le droit de donner des lignes. Hein, Jean-Paul me contredira, mais enfin c'est à peu près 1895, me semble-t-il. Hein, c'est ça. Donc on n'a pas le droit de donner des lignes. C'est le ministère de l'Instruction publique qui le disait. Et quand je vois ces jeunes profs qui discutent sur « Bon, écoute, c'est pas difficile, tu donnes un devoir, comme ça, c'est pas des lignes ». Alors que déjà, on savait que ce n'était pas ce qu'il y avait de plus efficace pour donner le goût de l'école. Ça me rend un peu malheureux. Alors c'est vrai qu'on a un ministre actuellement moderne et neurosciences, il ne faut pas l'oublier, enfin certaines neurosciences, qui vient de déclarer que, bon, on va éviter l'exclusion, c'est plutôt bien, mais vous pouvez leur donner des lignes, c'est plutôt efficace. Je m'interroge quand même sur le degré de réflexion à ce niveau-là. Alors, je vais vous parler climat scolaire et sentiment d'appartenance. Donc, je suis maintenant professeur émérite en sciences de l'éducation. Donc, vous avez bien compris, comme d'autres à cette table, un affreux pédagogiste. Donc, vous savez qu'à la fin de ma conférence, vous vous direz tous qu'il faut absolument que vous alliez passer les vacances chez moi, là-haut, maintenant, sur le plateau de Sceaux, à Roquefeuille, ou non, plutôt aller chez nos voisins ariégeois, à Massat, hein, pour aller fumer des chichons en faisant du macramé pendant les vacances. Hein. Comme ça, il n'y aura plus de problèmes de violence à l'école, il n'y aura plus de problèmes, bien entendu, qui se poseront quant à la laïcité. Parce qu'on en est dans ces stupidités. Qui est-ce qui est dans le premier degré ici? Ah, ça fait pas mal. Salut les nuls. Bah oui, enfin, vous êtes quand même assez cons pour mettre des élèves devant un texte d'Emmanuel Kant en leur disant « lisez ». Vous savez bien que tous les problèmes de l'école viennent de la méthode globale, enfin. Bon, qui est-ce qui est CPE? Bon, ils ne vont pas oser, mais je sais qu'il y en a. Non, vous, évidemment, vous êtes plutôt du côté de ce que disait donc Ramayadé quand on a parlé de la réforme du collège, hein, qui disait « avec la réforme du collège, c'est le retour de Woodstock à l'école ». Merveilleux. Mon ami Luc Sédel, qui est journaliste d'éducation au Monde depuis des années, un grand connaisseur de l'antipédagogie, disait « mais le retour de Woodstock, mais quand est-ce que ça a été Woodstock ?» Hein. Le dernier bouquin que j'ai publié, effectivement, donc sur l'impasse de la punition à l'école, donne les vrais chiffres de tout type de punition, les permis et les interdits d'ailleurs. Hein. Et on voit que ça n'est quand même pas exactement ça. Alors donc, oui, je vais vous parler climat scolaire et sentiment d'appartenance. Alors pour être clair, c'est vrai que pour en parler dans une assemblée qui est ciblée sur l'action laïque, et en particulier après les épisodes dramatiques qu'ont pu être Charlie, etc., bon, on va se dire aussi très clairement, attention de ne pas trop en attendre. Hein. Les problèmes de terrorisme, les problèmes de djihadisme sont au moins autant, sinon plus, des problèmes de géostratégie que des problèmes de « c'est la faute à l'école ». Bon, il faut quand même le rappeler de temps en temps que, d'accord, on a une grosse responsabilité de prévention, d'éducation, mais
on ne peut quand même pas tout faire et on n'est pas responsable de tout. Alors je commence toujours, moi, mes conférences par cette diapo qui s'appelle Halt au school bashing. Oui, effectivement, il y en a un peu ras-le-bol de ce qu'on dit sur l'école. Bon. Quand je vois le premier article, tout premier article, alors bon, je suis, moi, brut de décoffrage, Jean-Paul, qui a été mon directeur général de l'enseignement scolaire quand j'étais délégué ministériel, le sait, le genre de discours que j'ai maintenant, je le tenais aussi bien devant un ministre. Hein. Je ne me suis pas fait que des amis dans les bureaux. Hein. Bon. Et bah oui, bah je le dis, oui, dans notre ministre actuel, quand je vois que son premier débat, la dernière chance pour l'école, c'est un débat en couverture de Valeurs Actuelles, journal d'extrême droite avec Natacha Polony, dont on connaît la grande générosité pédagogique, hein, je m'interroge quand même. Et à la base, parce que je vais beaucoup sur le terrain, j'ai quitté le ministère volontairement parce que je vous avoue que je ne supportais plus les bureaux de la DGESCO et par ailleurs les querelles de territoire démentielles avec les 230 circulaires qui tombent sur le terrain tous les ans. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est Catherine Moisan, une inspectrice générale honoraire maintenant aussi, je suppose. Bon. Mais donc, c'est 3 ans que je viens de passer essentiellement en Seine-Saint-Denis. Hein, essentiellement sur un gros projet de terrain où tous les jours, j'étais dans des collèges, des écoles, etc. Mais ce que je vais dire peut valoir aussi bien pour mon école du petit village à Roquefeuille dans l'Aude. Hein, c'est-à-dire, par exemple, les difficultés entre les ruraux tradis, les néo-ruraux BCBG qui ont des demandes différentes et les néo-ruraux, allez, on va dire plus RSA, sur lesquels éventuellement les tradis et les néos plus classe moyenne peuvent se rassembler. Eh ben, être instit, excusez-moi, je n'arriverai jamais à dire professeur des écoles, j'étais trop longtemps instit. Bon, ben, c'est pas si facile que ça. Mais donc, sur les légendes, halt au school bashing, ben, par exemple, oui, sur simplement le bien-être à l'école, sur simplement le sentiment qu'après tout, ça ne va pas si mal que ça. Voilà des chiffres qui sont tirés d'une enquête assez récente, 8052 élèves donc sur 32 REP plus en France, qui sont à peu près 9 élèves sur 10 à 10 qui se sentent tout à fait bien ou plutôt bien. Bon, je pense qu'il faut le rappeler. Hein, parce que si tout va mal, mais supprimons l'école, nom de Dieu, si j'ose dire, dans cette auguste assemblée. Hein, je ne comprendrais pas pourquoi les parents osent encore nous confier leurs enfants. Mais quelle bande d'irresponsables. Bon. Non, la réalité, effectivement, et moi je travaille surtout, bon, il a été dit sur les questions de violence à l'école, c'est qu'effectivement, il y a une fraction des élèves, une minorité d'élèves qui se sentent plutôt mal. C'est 10% sur lesquels moi, personnellement, je travaille depuis très longtemps, comme instituteur, comme éducateur, comme chercheur, comme délégué ministériel. Et je me rappelle que le rapport que j'avais fait pour l'UNICEF, qui à l'époque avait mis un petit peu, avait eu, c'est ce qui a permis de commencer à avoir des politiques publiques contre le harcèlement, je l'avais appelé à l'école des enfants heureux, enfin presque. Et ce enfin presque, effectivement, pour les valeurs de la République, n'est pas tolérable. Bon. Ah oui, pour une société qui pense que les faibles doivent dégager, il n'y a aucun problème sur ce enfin presque. Hein, mais là, il y a quelque chose de différent. Alors donc, effectivement, je le dis, oui, les parents peuvent encore nous confier leurs enfants. Et on peut encore avoir des enfants heureux et des parents qui dorment sur leurs 2 oreilles. Ça existe encore, il faut bien le dire. Bon. Maintenant, le point de vue des personnels, il est sans doute légèrement différent. Et dans un autre livre en vente dans toutes les librairies là-bas, qui s'appelle « Ne tirez pas sur l'école », où je me suis un petit peu défoulé, il faut le dire. Donc, il y a un chapitre qui s'appelle « Le grand ras-le-bol des personnels », parce que là, effectivement, on a des difficultés ressenties, dites, qui sont très fortes. Quelles que soient les contradictions du hashtag pas de vague, il repose quand même sur une réalité de l'opinion des personnels. Quand 64% des personnels, et j'ai interrogé plus de 60 000 membres donc des personnels de l'éducation nationale, répondent qu'ils s'estiment non soutenus, voire méprisés par la hiérarchie, et je ne parle pas forcément de la hiérarchie de proximité, ça pose quand même un vrai problème. Vrai problème qui est relativement peu posé quand même. Alors, je vais vous parler, donc, c'était un petit peu le but, climat scolaire. Climat scolaire dans sa liaison avec le sentiment d'appartenance. Tout simplement parce qu'effectivement, se sentir appartenir à la République, se sentir appartenir à son école, est une des petites directions qu'on peut prendre parmi tant d'autres. Bon. Mais je voudrais préciser un petit peu ce que j'entends par là, à partir à la fois d'une vague théorisation et surtout peut-être à partir de quelques exemples. Alors, je ne déroulerai pas la totalité de mon diaporama
hein. Mais par contre, il n'y a aucun problème pour le comité d'action laïque. Si vous avez un site, vous pouvez l'avoir et le mettre en ligne. Si des personnes ici souhaitent avoir le diaporama, vous m'écrivez, eric.debarbieu@gmail.com. Il est totalement à votre disposition. Hein, totalement. Si vous voulez vous en servir, il n'y a aucun problème. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup climat scolaire actuellement. C'est un concept à la mode, plus ou moins. Mais comme tous les concepts à la mode, ça devient donc un concept extrêmement mou, auprès duquel on peut faire n'importe quoi. Bon. On confond souvent, par exemple, climat scolaire et bien-être. On va se dire, bon, pour que les mômes se sentent appartenir à l'école, il faut qu'ils soient bien, quoi, qu'ils se sentent heureux. Moi, je suis complètement d'accord avec Philippe, qui l'a fait bien mieux que je ne le ferai, mais on peut enfiler des perles sur le nécessaire bien-être des élèves. Quoique, une certaine forme de pensée antipédagogique ne va pas hésiter, et là on pourrait citer un autre philosophe qui est Max Scheler, à dire, et c'est très catholique, qu'il faut souffrir pour apprendre. Hein, bien sûr. C'est dans Pédagogie freinée, parce que j'ai été aussi, entre autres, dans une autre vie, un des responsables nationaux du mouvement freiné, de l'ICEM, donc on appelait ça les forçages doux. Hein, ce qui est assez intéressant comme concept, c'est à voir. Bon, je ne parle pas évidemment d'un concept pédophile. Le fait est que donc, le climat scolaire, c'est devenu un peu la tarte à la crème. Alors, personnellement, par exemple, j'étais totalement contre, mais totalement contre l'idée de faire une circulaire sur le climat scolaire. Hein, mais qu'est-ce que c'est, bande de petits galopins là en bas? Votre climat scolaire, il est bon? Et puis ça va devenir un objet d'évaluation chiffrée, hein, qui va être, comment dirais-je, totalement vidé de la richesse de ce concept. Alors, je vais un petit peu le développer. Jusqu'à quelle heure ai-je? Mais 40, ça me va très bien. On me dit 45 à ma gauche, je suis de gauche. et donc, le développer un petit peu. Non. Alors, qu'est-ce que c'est le climat scolaire? Ce que j'en dis ici, vous pouvez le retrouver sans aucun problème sur les revues de l'Éducation nationale, sur Éducation et Formation, une revue de 2015 par exemple, que vous pouvez télécharger sans problème. Décembre 2015, la revue Éducation et Formation qui s'intitulait Climat scolaire et bien-être à l'école, justement. Ou évidemment dans un certain nombre de mes livres, ou dans une revue de questions que j'avais faite pour Jean-Paul Delahaye, d'ailleurs, quand il était DGESCO, donc pour le comité scientifique de la DGESCO. C'est quelque chose qui fait consensus, il faut le dire maintenant, dans le milieu scientifique international. L'idée que le climat scolaire reflète le jugement qu'ont les parents, les éducateurs, les élèves de leur expérience de la vie et du travail au sein de l'école. Alors on va dire, c'est hyper subjectif. Le climat scolaire vu par Marwan n'est pas le climat scolaire vu par Paul, qui n'est pas le climat scolaire vu par Nathalie ou par Naïma. Bon. Sauf que ce n'est pas ça qui est intéressant. Et c'est là que ça se distingue du bien-être. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors je suis désolé d'être juste un tout petit peu théorique, mais ce sera le seul moment. C'est un concept de sociologie des organisations. Qu'est-ce que ça veut dire? Le climat scolaire, il ne faut pas le prendre d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue de groupe et de sous-groupe. Je vous explique ça à partir de 2 exemples et qui vont tout de suite vous faire comprendre l'intérêt du sentiment d'appartenance. Premier exemple. Moi, je fais depuis 1991 des enquêtes dites de climat scolaire et de victimation. J'en ai fait probablement dans plus de 600 collèges, largement plus de 600 écoles et énormément de lycées en France et à l'étranger. À ce titre-là, je peux parler avec des interrogations auprès de plus de 250 000 élèves et 66 000 profs, par exemple. Bon, ça pose un peu, mais en attendant, je peux dire, voilà, c'est à partir de ça, méthode critiquable, hein, mais une méthode comme une autre. Bon. Sauf que, évidemment, quand j'y vais, je vais sur le terrain pour le rendre et pour un petit peu faire valider mes résultats par ceux qui ont été interrogés. Premier exemple. Il s'agit d'un collège où on a interrogé tous les élèves et tous les membres du personnel. C'est une demande de ce collège qui est en difficulté, grande difficulté par rapport aux questions de violence, et qui nous demande à notre équipe, parce que bon, moi j'étais longtemps prof à Bordeaux, et j'ai demandé ma mutation pour Créteil. Généralement, ça se fait dans l'autre sens. Mais je trouvais ça un petit peu logique. Et puis il faut reconnaître qu'après le passage au ministère, ça m'était plus facile d'aller à Créteil, ma fille étant au lycée à Paris. Bon, ouais, c'est honnête. Donc, on les interroge. Il y a une question qui est essentielle, c'est le sentiment de justice scolaire.
justice par rapport aux notes, par rapport à la manière dont on traite les élèves, mais aussi et beaucoup justice de, et moi je dis volontairement le terme punition, parce que le mot ne dit pas « j'ai été sanctionné par Madame Intel, c'est cette vieille salope, elle m'a collé ». Bon, c'est comme ça que ça se dit, hein, c'est pas autrement. Bon. Ou alors « oh, je l'ai mérité, j'ai été sanctionné ». Il n'y en a pas tant que ça. Bon. Donc là, les élèves sont 80%, ce qui est énorme, à répondre dans ce collège, que les punitions sont très injustes ou injustes. Et 20% à répondre que c'est juste ou très juste. Bon. Et ils sont 80% des profs à dire que c'est trop laxiste. Et c'est un cas classique, mais caricatural. Alors on va dire, et c'est ça toute l'approche climat scolaire, les profs ils vont me répondre, oui mais enfin, les élèves ils répondent n'importe quoi, ils se vengent. Dans ce cas, la vraie question serait, oui d'accord, mais de quoi? Bon. Sauf que ce n'est pas la bonne question et ce n'est pas la bonne interprétation. On est en vérité humaine et les vérités humaines peuvent être apparemment contradictoires, mais en fait complémentaires. Ce qui se passe dans cet établissement, c'est très simple et c'est pour ça que l'approche climat scolaire dépend aussi largement des conditions matérielles et sociales. On est en Seine-Saint-Denis, on est dans un secteur extrêmement ségrégué où on a un taux de turnover de plus de 60%. Ce que vous ne connaissez pas dans l'Aude. Hein, de plus de 60%. C'est-à-dire que tous les ans, la plus grande partie des adultes se changent et de toute manière, même les principaux, généralement, ne tiennent pas plus de 2 ou 3 ans. Bon. Donc, ce qui se passe dans cet établissement, c'est la chose suivante. Quand on demande aux élèves comment avez-vous été punis, les élèves sont 63% à répondre qu'ils ont été exclus de classe et pour la plupart plusieurs fois. Et ils sont 33% à avoir été exclus temporairement de l'école, et pour beaucoup, plusieurs fois. Donc on va se dire, les élèves n'ont pas tort, c'est beaucoup trop sévère. Mais les profs n'ont pas tort non plus. Puisqu'on est dans une zone extrêmement ségrégée, avec d'une part des personnels qui changent sans arrêt, d'autre part, et c'est là qu'est la vraie bombe d'inégalité sociale, hein, et pas qu'en France d'ailleurs, hein, mais encore plus peut-être en France, on a aussi énormément de contractuels. On a aussi énormément de personnels qui ont 21, 22, 23 ans. Et on n'a donc aucune équipe. On n'a aucun travail collectif. On n'a aucun sentiment d'appartenance à un collectif en tant qu'adulte. Et surtout, on n'a aucune aide. Alors en plus, ils n'ont pas de chance, ça cumule un peu, parce que le principal de l'époque a quelques problèmes de santé du côté du foie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il est parfois absent et quelquefois ça vaut mieux. Ce qui pose problème d'ailleurs. Comment peut-on rester à un poste pareil sans être aidé réellement, hein? Parce que là, ce n'est pas une accusation sur ce principal. Qu'est-ce que c'est que cette institution qui ne se protège pas suffisamment elle-même en laissant de telles fragilités personnelles? Bon. Et donc, ce qui se passe, c'est que les profs, donc, ils sont tout seuls. Ils n'ont aucune formation. Aucune. Bon, pour avoir été, donc, vous l'avez compris, un peu professeur en SP, où j'ai rencontré des formateurs quelquefois remarquables, mais où, en attendant, le système est tellement incroyablement non pensé en termes de besoins de formation, quelquefois, sauf évidemment à Lyon, quand Philippe y était, mais oui, je sais. Mais bon, en attendant, qu'est-ce qu'ils font? Les vieilles représentations, on colle, on colle, on colle, on colle. Et ça arrive à ça, la discussion. Bon, alors qu'est-ce qu'il a là, lui, l'emmerdeur, là, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai collé. Ça a servi à quelque chose? Oh non, il est pire. Alors qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai recollé. Ça a servi à quelque chose? Non, il est pire. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le recoller. Bon, on arrive à l'absurdité totale. Alors, vous voyez, l'approche climat scolaire, c'est un peu ça. Comment des représentations de groupes différents peuvent nous donner l'interprétation de ce qui est en train de se passer dans l'établissement. Dans cet établissement, on a travaillé donc pendant 2 ans sur le projet en faisant de la formation, justement, entre autres à la justice restaurative, dans l'établissement, y compris quelquefois en suivant les professeurs dans les classes, parce que je suis beaucoup plus pour ce type d'approche. Bon. Deuxième exemple, qui va être un exemple plus, comment dirais-je, premier degré. Hein. Premier degré, et là, c'est un des tout premiers groupes que j'avais fait. Parce que je parlais de groupe, je dirais les élèves, les profs, j'aurais pu dire les sous-groupes d'élèves, parce que dans ceux qui trouvent que c'est injuste, il y a aussi ceux qui trouvent que ce n'est pas assez sévère. Il ne faut pas l'oublier, et en particulier les victimes. Hein. Mais bon,
on va aller plus vite. Là, c'est un autre exemple, donc premier degré, où il s'agit là d'une formation que je donne donc, pour une animation pédagogique de circonscription. Le quartier, c'est le quartier de la Goutte d'Or à Paris, vous voyez. Et donc, les jeunes enseignants viennent me voir à la sortie en me disant, écoutez, monsieur le Barbieux, on a d'énormes problèmes de violence dans l'école, est-ce que vous pouvez essayer de venir nous aider? Je leur dis, écoutez, moi, je ne suis pas Zorro, hein, mais effectivement, on peut aller voir. Bon. Et quand j'arrive dans cette école, comment dirais-je, les enseignants plus âgés, qui n'étaient pas à la formation, à l'animation pédagogique, me disent, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Mais on n'a pas de violence ici. Si les petits jeunes là qui sortent déformés de l'IUFM donc ont des problèmes, c'est de leur faute ou c'est de la faute de l'IUFM, mais nous, on n'a pas de problème de violence. Qu'est-ce qu'on fait pour comprendre ce genre de choses? Qui a raison? On interroge les élèves directement. C'est pour ça qu'on a interrogé tous les élèves du CE2, CM1, CM2. Et là, on se rend compte, par exemple, puisqu'il y a une partie victimation, que 20% des élèves, ce qui est énorme, disent avoir été rackettés. Bon, c'est 6% à peu près la moyenne, pour tout vous dire. Aussi bien dans mes enquêtes que les enquêtes qui sont maintenant reprises par l'ADEPE. Donc, grand choc, parce qu'à l'époque, je ne travaillais encore qu'avec 60 écoles, mais c'était l'école qui avait les plus de difficultés. Donc, vous voyez, là, la difficulté, bon, j'appartiens à quelle école? Celle qui est violente ou celle qui ne l'est pas? Donc, on a travaillé évidemment, parce que c'était un petit choc pour les plus anciens. Pendant plusieurs mois, on a travaillé, c'était intéressant, donc sur le pourquoi de ces représentations différentes. Pour finir par quelque chose d'assez banal, qui était que les plus anciens, on est à Paris, n'avaient pas envie de dire, c'était une de l'explication possible, dans les dîners en ville, qu'ils travaillaient avec des élèves plus difficiles que d'autres. Ils voulaient des enseignants comme les autres. Mais c'était aussi, du coup, une possibilité de recalmer le jeu, entre autres, par exemple, dans cet établissement, cette école, plutôt parce qu'une école n'est pas un établissement, autre difficulté, surtout pour les directeurs et directrices, qui était donc la cour de récréation, tout bêtement, des choses aussi triviales que ça. La cour de récréation, petite, on est à Paris, grosse école, plus de 18 classes, où évidemment la cour de récréation est prise dans les 2/3 par une dizaine de garçons de CM2 avec le ballon de foot. Les petits, les filles, sont planqués dans les coins pour essayer de ne pas prendre le ballon dans la figure. Hein, ce qui est une des bases de la construction viriliste. Non pas qu'il faille interdire le foot, peut-être qu'il faut le genrer différemment. Bon, moi, personnellement, je déteste le foot, hein, je le dis tout de suite, mais ce n'est pas un plaidoyer contre le foot. Mais donc, il y avait très simplement, mais c'est trivial. Je parlais des nécessités des toilettes, par exemple. Là, on peut parler des nécessités d'organisation différente de la récréation. Vous voyez, des choses aussi bêtes que ça. Moi, je crois beaucoup à ces petites choses qui peuvent changer. Tiens, d'ailleurs, exemple sur les toilettes, que je reprends puisque j'y pense maintenant. Une des écoles avec lesquelles on a travaillé, c'était à Saint-Ouen, donc pas facile non plus comme quartier, et où on avait 20% des élèves qui avaient répondu donc qu'ils étaient gênés parce qu'on les regardait dans les toilettes. 17% qu'on les forçait à se déshabiller dans les toilettes. En sachant très bien, et il faut le rappeler, que les premières victimes des violences sexistes sont les garçons. Je dis bien sexiste, je ne parle pas des violences sexuelles, bien que là, on est déjà très proche du sexuel. Pourquoi? Parce que le petit macho a d'abord besoin de dominer le mâle, et en particulier le mâle qu'on va identifier quelque part au féminin. Le pédé, le bolos, l'intello, tout ce que vous voulez. Et le mâle qui domine le mâle sera ensuite celui qui va éventuellement n'hésitera pas à taper sur sa femme ensuite. Hein. Il y a une construction du virilisme à ce niveau-là qui est très forte et qui est très précoce. Ce pourquoi je dis, et là c'est un accord global que j'avais avec la refondation, mais qu'on dit aussi maintenant priorité à l'école primaire. Ben oui, c'est le niveau de la prévention quand même. Sauf que je rappelle en passant que les choix de la nation française, je dis bien de la nation, hein, pas de l'État, de la nation, c'est quand même que les enseignants de primaire soient payés à peu près 25% de moins que les enseignants du second degré, en faisant plus d'heures, et en ayant au moins autant de travail de préparation. Bon, ce qui veut dire que le niveau de la prévention, et ce n'est pas de la démagogie, vous le lirez, pour moi c'est une priorité absolue. Mais il faut bien savoir que l'école, ça a été rappelé un peu par Jean-Paul, l'école, la vraie école de la République, c'est l'école primaire. Mais on l'a mis sous tutelle, on l'a mis sous surveillance. Les directeurs n'ont aucun pouvoir en réalité. Hein. En réalité, le second degré, c'était l'école de l'Empire. Il a fallu le passage au collège pour qu'on commence à se dire que le second degré pouvait être aussi l'école de la République. Mais il restait des tas de choses dans la représentation, y compris dans cette honte qu'en sont les classes préparatoires aux grandes écoles. Mais, opinion personnelle. Donc, vous voyez, c'est un deuxième exemple pour expliquer un petit peu que c'est le climat scolaire.
Donc, très clairement, hein, si on parle climat scolaire et sentiment d'appartenance, ne pas limiter l'action aux seuls élèves. La sécurité des professeurs, leurs relations sociales et émotionnelles avec leurs collègues, la qualité du leadership, etc., doivent être incluses tout autant que l'interaction de la perception de ce climat par les parents, les élèves, les enseignants. Je pourrais évidemment vous donner des dizaines d'exemples de ce type. Pour aller vite, et je vais juste passer 2 diapos, c'est simplement pour redéfinir un petit peu les choses. Non. Quand on parle d'amélioration du climat scolaire, quand on parle d'études du climat scolaire, ici je reprends quelque chose qui a été fait par le National School Climate Center à New York. Le patron du NSCC, d'ailleurs, est devenu maintenant le nouveau président de l'Observatoire international de la violence à l'école, que j'avais fondé avec mon épouse Catherine Blaya il y a quelques années. Donc il est parti à New York, ce qui veut bien dire aussi que ce n'était pas simplement une fantaisie de ma part ou de celle de mon épouse et un népotisme quelconque, mais bien un réseau international fort qui s'est créé. La codirection est donc à la fois new-yorkaise et australienne maintenant, et je vous avoue qu'on est bien content de ne plus avoir à gérer cette chose qui organise la 8e conférence mondiale. Vous êtes tous invités à Mexico dans 2 ans. L'avant-dernière était à Québec, l'avant-avant-dernière à Mendoza, etc. Bon. Alors, on dit que le climat scolaire, c'est plusieurs choses. Les relations. Oui, les relations, bien sûr, mais toutes les relations. Pas simplement les relations avec les élèves, les relations avec les parents, bien sûr, les relations entre collègues. Une de mes anciennes thésardes et une collègue bordelaise, Nicole Rascle et Madame Jeannot Bergunia, ont fait une très jolie recherche sur le stress des enseignants. Bon. Et ont montré, comme des tas d'autres recherches, que le principal facteur de stress chez les personnels, ce n'est pas leur relation aux élèves. C'est la relation à leurs collègues et à leur hiérarchie. Et là, je suis inquiet, je le dis, parce que entre les enquêtes que j'ai faites auprès des personnels en 2011 et les dernières que j'ai faites en 2016 et 2017, il y a une augmentation des conflits d'équipe considérable. Une augmentation des difficultés à accepter le travail collectif considérable, que je lis personnellement à un certain management de l'éducation nationale par le haut, où du coup tous les niveaux de pouvoir, sauf ceux qui sont au-dessus du plafond de verre, vont avoir des difficultés. Regardez nos collègues IUN. Bien sûr, on va dire qu'il y a des IUN qui sont excessifs, etc., tout ce qu'on veut, mais il y en a beaucoup qui sont effectivement plutôt aidants, mais ils souffrent aussi. Les directeurs d'école ou les directrices d'école, n'en parlons pas, c'est tellement difficile. Et même au niveau donc, du second degré, ça n'est pas simple. Bon. Mais c'est aussi des relations mais très bêtes. Le personnel de service, on ne dira jamais à quel point il est aussi important. Un exemple tout bête. J'étais dans 2 écoles, vous savez, des écoles qui sont côte à côte. Mais quand je dis côte à côte, c'est pareil, 10 mètres. Hein. Là aussi, à Saint-Denis. Bon. Il y en a une où la gardienne, donc quand j'arrive, donc sort et me dit bonjour, qu'est-ce que vous voulez, etc. Et il y a l'autre à côté, et on a la même population défavorisée, même quartier, même effectif, même difficulté avec des personnels non titulaires, etc. etc. Et l'autre, donc, la personne dite d'accueil, ouais, c'est pourquoi ben, vous comprenez bien qu'il n'y a pas le même niveau. On ne dira jamais assez l'importance de la commensalité scolaire, de la cantine, de tous ces lieux qui apparemment sont des lieux sans importance. Les lieux du sale boulot, du boulot éducatif. Tant qu'on aura cette séparation entre les nobles, ceux qui savent, qui transmettent des savoirs, et les prolos, les CPE entre autres, hein, bien sûr. Mais que font les CPE? Bon, les AED, les AVS, les APS, etc. Pourquoi pas les EMS ou pourquoi pas d'ailleurs le délégué ministériel? Bon. Tous ceux qui font le boulot qui ne serait pas important. Bon, alors que c'est celui qui permet la construction, la co-construction, la transmission, tout ce que vous voulez. Mais le savoir, les connaissances, etc., eh ben, on ne s'en sortira pas. Deuxième chose, l'enseignement et l'apprentissage. Oui, on parle de climat scolaire, pas du climat de la MJC. Nos camarades antipédagogues qui toujours sont dans une espèce de caricature invraisemblable que nous n'avons pas. Hein, par rapport à cette transmission ou cette construction des connaissances, mais bien entendu que la manière dont on enseigne est importante. Alors là, très vite, 2 choses. Bon, on nous dit actuellement que les neurosciences nous montrent qu'un apprentissage, donc on va prendre cet exemple-là, un apprentissage donc explicite de la lecture est ce qui est nécessaire. Admettons, ok, même quelqu'un comme Olivier Houdet, qui n'est pas tout à fait la même chose que Dehaene, le dit. Mais ce que disent les méta-analyses, là je reprendrai tout à fait en accord avec ce que disait Philippe, c'est que l'important c'est de comprendre.
que dans le déchiffrage, on ait besoin de l'explicite, bien sûr. Or, qu'est-ce que disent les vraies méta-analyses? Explicite, certes, mais pas trop d'explicite, d'une part, et surtout, explicite et coopération. Apprentissage coopératif. C'est-à-dire que les élèves apprennent effectivement quand ils peuvent confronter leurs connaissances, leurs interprétations, comme nous. Comme nous. Bon. Donc, à ce niveau-là, oui, bien sûr, enseignement et apprentissage. Allez, une dernière petite anecdote sur ça. Bon, le climat scolaire, on va dire, ouais, c'est super, on est bien. Non, c'est tellement plus compliqué. Je vous donne un exemple réel, assez caricatural aussi, mais marrant. Bon. Il y a quelques années, on m'a demandé de faire donc un gros travail dans une circonscription, on dira d'une ville très célèbre par son club de foot. Bon, dans ses quartiers nord. Et je ne dirais pas exactement où, bien sûr. Et il se trouve que dans cette circonscription, il y avait une école particulière sur un sujet que j'ai bien connu, qui était une école qui accueillait les enfants, disons, du bidonville gitan qui était à côté de l'école. Bon, et non pas les enfants du voyage, parce que le côté les gitans voyage, il faut aller un peu plus loin que ça. Mais bref. Et donc, quand on va dans cette école, alors c'est super, hein, donc vous allez deviner vraiment, puisque vous n'aviez pas encore deviné, qu'on ouvre les placards et puis qu'on nous dit, bon écoutez, ben voilà, qu'est-ce que tu veux, le pastis, le casa ou le ricard? Bon. Donc, il est 11h30, midi moins le quart, donc bon, on boit un petit pastis. Hein. Et puis on discute avec une équipe super heureuse d'être là. Pour eux, le climat scolaire, c'était génial. 8 enseignants et un psychologue à temps plein, c'est rare. Bon. Sauf que l'après-midi, donc, après ne quand même pas trop avoir abusé, on dit qu'on va interroger les élèves. Ouais, mais le problème, c'est que les élèves, il n'y en avait pas. Si, et je vous jure que je n'invente rien, il y avait 12 élèves sur le toit du préau. Alors évidemment, quand on a vu les parents qui étaient à côté, qu'on a été interrogés, cela pas par questionnaire, mais en allant un petit peu là-dedans, surtout que bon, j'étais un peu introduit dans le milieu à l'époque, ils nous disaient, mais on ne va pas envoyer nos enfants à l'école. Regardez, enfin, c'est dangereux. Et puis de toute manière, si on les met, ils vont être au fond du radiateur, à côté du radiateur, en train de dessiner, avec des crayons de couleur. Et ils n'ont pas forcément tort. Donc là, le climat scolaire, il avait beau être super pour les enseignants, il était déplorable pour les parents, pour les élèves. Vous voyez, c'est un peu ça. Oui, importance de l'enseignement, de l'apprentissage. Quand on parle de l'importance de la rigueur en éducation, bien sûr, quand on parle de l'importance de la rigueur, ça veut dire l'importance d'être exigeant. Être exigeant, ça veut dire croire aux élèves. C'est-à-dire croire qu'ils peuvent progresser, croire ou savoir, je ne choisis pas là. 3 autres dimensions de la question du climat scolaire. La sécurité. Oui, bien sûr, la question de la sécurité physique. La question de la sécurité physique, c'est-à-dire donc, par exemple, tout ce qui va être comme programme contre le harcèlement, comme programme de protection, par exemple. Voilà. Je vais développer ça très rapidement. Bon. Actuellement, après l'affaire de Créteil, et personnellement, j'ai refusé plus de 250 interviews en 2 semaines, pour tout vous dire. Parce que j'en ai marre, et parce que ce n'est pas non plus à moi de parler à la place d'un gouvernement avec lequel je ne suis pas d'accord. Bon. Mais on nous dit, bon, allez, les solutions, ça va être quoi? Et à chaque crise, et pas qu'à droite, hein, sauf peut-être la tentative qui a été faite sous Péillon. Bon. On nous dit, bon alors, les 17 plans de lutte contre la violence à l'école, c'est, allez, police, école, justice. Bon. Avec des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire, par exemple, bon, il faut mettre de la vidéosurveillance, protection, on dit. Ou il y en a d'autres, des promènes couillons, qui vont nous dire, il faut mettre des caméras de surveillance, des portiques de sécurité. Ou il y en a qui vont nous dire, et on nous le dit, on va nous le dire à tous les coups, il faut créer des internats spécialisés pour les élèves les plus difficiles. Bon. C'est souvent ça qu'on nous dit. Bon, alors on va être clair. 1, la vidéoprotection, ça ne sert à rien. Toutes les analyses qui ont été faites, les méta-analyses, compris par mon ami David Farrington, qui est un des plus grands criminologues mondiaux, qui a dirigé la criminologie à Cambridge pendant des années. Et c'est un conservateur, vous voyez, ce n'est pas un affreux sociologue gauchiste ou encore pire en sciences d'éducation français. Bon. Il le dit lui-même, alors, après avoir fait une méta-analyse, c'est-à-dire l'étude de toutes les évaluations qui ont été faites sérieusement avec des critères précis dans le monde, montre que, effectivement, les caméras de surveillance diminuent de 7% la délinquance dans les parkings gardés. Mais que ça n'a aucune influence
sur les violences interpersonnelles. Encore pire, il faut que vous sachiez que donc les crises paroxystiques, les school shootings, comme on les appelle, ou les crises terroristes, bon, sont des crises de communication. 75% des school shootings, des tirs dans les écoles, ont été commis par des personnes, souvent plutôt des adultes, mais qui avaient quelque chose à dire parce qu'elles avaient été harcelées antérieurement. Ce sont toutes les recherches nord-américaines, françaises, sont d'accord là-dessus. Ce qui veut dire que traiter les petites violences qui forment le harcèlement permet d'aller vers le plus grand sécuritaire, en fait. Bon. Mais de la même chose pour le terrorisme. On a besoin de se faire voir. On a besoin de caméras. Plus vous en mettez, plus vous donnez envie de se faire voir. Les terroristes dans le métro de Londres, ils faisaient bonjour aux caméras les CCTV. Vous voyez ? Donc, ça a même des effets contraires. Ne parlons pas de ce problème couillon qui est donc là, le détecteur de métaux. On sait que ça a un effet inverse à ce qui était produit, ce qui était cherché. Ça inquiète, ça sépare. Je ne suis pas pour le communautarisme, mais je suis pour la communauté. C'est-à-dire pour ceux qui sont entre les mêmes murs, et non pas l'école enfermée entre ces murs, et à l'extérieur, les communautés. Moins l'école fait communauté, plus on fait communautarisme. Bon. Donc oui, je tenais à le dire, il y a de fausses réponses. En réalité, et c'est la chose la plus importante à comprendre, et je le répète de manière usante depuis maintenant plus de 30 ans, l'essentiel de la violence à l'école, 95% des faits signalés à l'administration par les chefs d'établissement ou autres, 99% des faits qui sont recensés dans les enquêtes de victimation sont commis par des élèves, sur des élèves, à l'intérieur de l'établissement, quelquefois contre des membres du personnel. L'inverse pouvant être vrai, mais c'est surtout maintenant, ce qui n'a pas toujours été le cas, plus symbolique que direct, on dira. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément pas grave. Je réfère aux travaux de Pierre Merle sur l'élève humilié, par exemple. Mais bon, en attendant, qu'on le veuille ou non, ces questions de violence à l'école sont inscrites au cœur du pédagogique et ne peuvent avoir un traitement. Il peut y avoir des traitements sécuritaires pour certains types de violences, mais un traitement qui est surtout et essentiellement pédagogique, qu'on le veuille ou non. Et en particulier, donc, par l'amélioration du climat scolaire. Autre dimension du climat scolaire, donc, que je vais les lier ensemble, l'environnement physique et le sentiment d'appartenance. Bon. On va dire que c'est une banalité. De la même manière, d'ailleurs, que le climat scolaire, après tout, c'est une banalité. Que les mômes soient un peu bien et les profs un peu bien, on apprend mieux. Est-ce qu'on a besoin de faire des grandes recherches là-dessus? Bon. Ben si, parce qu'en France, on a beaucoup de climato-sceptiques. Bon. C'est parfois les mêmes. Donc, environnement physique, sentiment d'appartenance. Alors, on peut dire, oui, bien sûr. Je me rappelle d'un copain, Bernard Blondeau, qui était donc proviseur au lycée de Turgot à Tourcoing. Tourcoing, c'est chez Mi. Même si j'ai mes maisons dans l'Aude, Mi, je suis acheté un vrai, un pur à dur. J'étais archelomphie, quoi. Bon. Et ben, Bernard, qui avait pris un lycée en déshérence, il y avait les cars de police qui stationnaient 24 heures sur 24 devant le lycée. Il y avait eu des problèmes de tir dans le lycée, etc. Lui, il a tout refait, un lycée dans une zone très difficile, à côté du Peignage à Médée dans le Nord, ça veut dire des dizaines de milliers de licenciements, pour dire les choses. Bon. Et donc, en particulier, il a attaché tellement d'importance au bâti, un bâti qui peut être sécuritaire, c'est avec un sas d'entrée, c'est vrai, mais aussi des rituels d'entrée importants. Où, par exemple, moi, la première fois que j'y suis allé, c'était journée porte ouverte. Il m'a dit, tu circules. Il y avait tous les parents qui étaient là, ils connaissaient le prénom de tous les gamins, etc. C'était important. Donc, on va dire oui, la beauté, la propreté, tout ça, ce sont des éléments essentiels. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que ce qui compte, c'est le sentiment d'habiter, la manière dont on habite son établissement ou son école. Ce qui me frappe, pour avoir travaillé quand même avec l'Observatoire international dans 52 pays, avoir vécu même dans certains pays, y compris, j'ai beaucoup travaillé dans les favelas de Rio de Janeiro, par exemple, où j'ai fait beaucoup de recherches et d'interventions sur Djibouti, sur Bamako, sur Dakar, et dans des zones où, quand on n'y va pas, on n'imagine même pas à quel point ça peut être totalement pauvre, à quel point, quelque part, nos propres exclusions sont des exclusions de riches, quelquefois. Et c'est de moins en moins vrai dans certaines zones.
Mais en attendant, donc là, il y avait vraiment des questions qui se posaient avec des bâtiments terribles. Il n'y avait pas de problème de toilettes à Djibouti parce qu'il n'y avait pas de toilettes. Bon, ça peut quand même poser quelques questions. Mais bon, en attendant, moi, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est à quel point, par exemple, surtout dans le second degré, on a de longs couloirs où il n'y a même pas une décoration, où il n'y a absolument pas de véritable mise en valeur de l'art enfantin, par exemple. Élise Freinet qui parlait de magnification de l'art enfantin, par exemple, il faut s'en rappeler. Mais ça peut être aussi des choses très bêtes. Moi, je vois là un truc très bête, hein. Quand je vais dans un établissement, je me demande où sont les coupes de sport. Dans 75% des cas, c'est dans le bureau du principal et du proviseur. Non. Quand je vais dans des pays qui ne sont pas forcément les plus démocratiques du monde, hein, et que je vois que oui, il y a une vitrine avec toutes les coupes, etc., on est fiers des élèves. Oui, ça passe par ce genre de choses. Donc, dernier exemple que je donnerai avant la conclusion, et qui va vous montrer un petit peu toute cette difficulté. Ce sentiment d'appartenance me semble essentiel. Je ne crois pas personnellement à la possibilité si simple que cela, et surtout avec les plus jeunes. Hein. Or, si j'étais néo-piagétien, je dirais qu'ils n'ont pas atteint le stade du raisonnement moral, etc. Mais bon, bref. Hein. Mais en attendant, on est toujours trop abstrait. Je ne crois pas à la capacité de transmettre, comme ça, par un cours, fut-il d'EMC, hein, les valeurs de la République. Non, il faut les faire vivre. Et ça passe par des petites choses ou des grandes. Exemple. Il s'agit d'un collège qui est un collège tout neuf, magnifique, un prix de Rome. Pour moi, c'est le plus beau collège que je connaisse. Absolument superbe, qui est ressorti de terre après que 9 ans plus tôt, les élèves, qui devaient avoir quelque chose à dire, mais assez maladroitement à mon avis, aient brûlé l'ancien collège. D'accord ? Bon. Et donc, promesse électorale tenue par donc, le Parti socialiste local, d'ailleurs, et qui donc sort de terre après une concertation magnifique avec les habitants, avec les usagers principaux, mais aussi avec les enseignants qui étaient... Il y a une vraie lutte où parents d'élèves et donc professeurs, donc unis, disent il nous faut autre chose que les Algeco, quoi. Bon. Et deux choses qui m'ont passionné à voir. Donc, première fois, quand le collège est inauguré par le conseil départemental. Bon, enfin, général encore à l'époque, je crois. Il se trouve qu'un collègue syndicaliste, et je suis personnellement pro-syndicat évidemment, assez, comment vous dirais-je, extrémiste. Vous savez, le problème de la Seine-Saint-Denis, c'était comment le PC va réussir à foutre dehors le PS. Hein. Bon, quitte à ce que ce soit la droite qui revienne au pouvoir. Je ne suis pas au PS, je le précise, ni dans aucun parti. Bon. Et donc, bon, on dit, ah non, 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 le jour de l'inauguration, on demande aux profs d'être là. Bon, d'accord, c'est un samedi matin. Bon, simplement dans leur classe, parce que le choix qui est fait, c'est que chaque prof ait sa classe avec son tableau numérique. Il y a même des bureaux pour les profs. Bon, il y a vraiment un collège qui a été fait qui est magnifique. Et donc on dit, ah non, non, c'est pas notre boulot de faire ça, surtout un samedi matin, etc. Nous ne viendrons pas. Inauguration, aucun prof. Alors que c'était le résultat d'une lutte commune. Occasion loupée. Le lundi matin, il revient, avec derrière lui ses troupes, et autour, il y avait donc comment dirais-je, le gazon qui avait été planté, mais comme c'était récent, il y avait encore des taches jaunes, si vous voulez. Il s'arrête, il monte par terre, et il dit, vous voyez ici, c'est Beyrouth. J'ai raconté cette anecdote à Beyrouth l'année dernière. Hein. Ils ont apprécié. Bon. Mais ce n'est pas fini. Dans ce même collège magnifique, neuf, tout ce que vous voulez, on demande donc, 1 an après l'ouverture aux élèves, donc l'enquête climat scolaire, dans laquelle il y a donc une question sur les locaux. Est-ce que tu les trouves très agréables, agréables, plutôt désagréables ou très désagréables? Bon. Et là, on a, sans surprise, 95% des élèves qui nous répondent « les locaux sont agréables ». 2 ans plus tard, on revient. Et là, à notre surprise, alors que le collège apparemment n'a subi aucune dégradation, il n'y a pas de tag, il n'y a pas de... Bref, ça a l'air de bien aller. On a 45% des élèves qui nous répondent que les locaux sont désagréables. Vous voyez, quand je dis le trivial, et c'est pour ça que ça me fera la boucle, et excusez-moi, cette chose qui n'est pas de la vulgarité, mais qui est fondamentale,
Donc, les élèves nous répondent. Pourquoi? Parce qu'à la fin, évidemment, on a un verbatim magnifique où les élèves nous expliquent leurs réponses ou ce qu'ils ont besoin de dire. Et là, ils nous disent tous, bah, c'est pas compliqué, les toilettes sont ouvertes à 10h30 et 15h30. Entre deux, eh ben, on va dans l'escalier A pour la grosse et la petite commission. Hein. Et donc, l'escalier A, il pue. Donc, on n'y va plus, on prend l'escalier B. Mais du coup, bah, on arrive en retard en classe parce que ce n'est pas le même endroit et on se fait engueuler. Et voilà pourquoi les locaux sont désagréables. D'accord? C'est Henri IV, excusez-moi, mais qui disait « Il n'est de bons murs que de bons hommes ». Bon. Alors effectivement, la qualité des équipes éducatives, moi, je ne les accuse pas. Et dans mon bouquin « Ne tirez pas sur l'école », au contraire, je défends énormément les profs. Mais par contre, ces représentations qui font que, quelque part, il n'y aurait qu'intellect, il n'y aurait que transmission des valeurs, parce que je sais, moi, le grand philosophe qui s'appellerait, par exemple, Finkielkraut, ce que c'est qu'une valeur de la République, eh ben, je dis non, ça passe vraiment par un sentiment d'appartenance à mon école, dans mon quartier, pour appartenir à ma République. Mais attention, pas à ma seule école. Parce que sinon, on aura des affrontements, le collège A contre le collège B. On connaît ça aussi. On a connu ça même de manière extrêmement brutale dans certains établissements où je travaille. La nécessité de communiquer, de ne pas penser que la classe est une monade qui ne doit pas communiquer avec le reste. La difficulté de penser que le collège est une monade qui ne doit pas communiquer avec les autres collèges amènerait en fait de l'intolérance. Effectivement, tu faisais allusion à Freinet tout à l'heure, il n'a pas inventé la correspondance scolaire. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, lui-même était plus un homme synthèse, hein, et on le disait souvent, mon ami Jean Le Gall, que tu connais bien aussi, je pense, le disait souvent. Donc, il a réussi à faire, à partir de plusieurs techniques, une vraie pédagogie coopérative. Bon. Et donc, par exemple, sur la correspondance scolaire, quand il disait en recevant son premier colis, nous ne sommes plus seuls, c'est important. Parce que finalement, moi qui travaille essentiellement, il me reste 2 minutes, c'est parfait, sur les victimes de violences à l'école, aussi sur les agresseurs, mais d'abord sur les victimes, je vais vous dire quelque chose de très très simple, qui est de la criminologie de base. Si vous sortez du cinéma le soir tout seul, vous êtes plus à risque, ce qui ne va pas vouloir dire que ça va vous arriver, de vous faire agresser que si vous êtes plusieurs. La véritable protection, le véritable vivre ensemble, les criminologues eux-mêmes le disent, et pas les criminologues qui passent leur vie à vendre de la vidéosurveillance. Il y en a qui ont fait fortune comme ça, qui sont bien connus d'ailleurs. Bon. Non, les vrais criminologues savent que la vraie prévention situationnelle, ce ne sont pas des moyens techniques, mais des moyens humains. On dit que ce sont des gardiens, mais ces gardiens, ce n'est pas simplement les gardiens de la paix. Je suis pour un travail, effectivement, de partenariat. Le chef d'établissement qui ne connaîtrait pas le commissaire du coin, je pense qu'il fera une erreur. Bon. Mais vraiment, c'est des collègues, ce sont des amis, ce sont des voisins et puis ce sont des élèves aussi. Et ce sont des parents. Moi, j'ai très peur qu'en se privant trop au nom d'une difficulté où on verrait tout de suite poindre le communautarisme, de nos alliés normaux, de nos alliés de coéducation, par exemple, que sont les parents, et de nos alliés que peuvent être dans la classe, mais ça, on en parlera peut-être si vous avez des questions, parce que j'ai effectivement des choses à dire, donc que doivent être les élèves et le groupe. Au lieu d'être dans un face-à-face constant entre moi, le prof et l'ensemble des élèves en pensant que c'est des individus que j'ai en face de moi, ben, ce n'est pas étonnant qu'on puisse avoir des difficultés. Je terminerai avec une phrase de Fernand Houry qui disait, vous savez, dans la classe, on risque de perdre des plumes si on se promène déguisé en chef indien. Merci.